Bienvenue à cette nouvelle exploration proposée par All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on s'intéresse à d'authentiques géants des mers. Les croiseurs de la classe Kirov, projet 1144 Orlan, des navires vraiment immenses à propulsion nucléaire qui ont incarné la puissance navale soviétique pendant la guerre froide. Pour creuser le sujet, on s'est appuyé sur des articles spécialisés, quelques éléments techniques sur la propulsion nucléaire et puis aussi des échos de discussion en ligne. Notre but, essayer de comprendre ces mastodontes et la technologie assez folle qui les anime. Oui, on va regarder d'un peu plus près leur conception, qui est assez singulière, leur rôle stratégique dans l'équilibre des forces de l'époque, et puis bien sûr les enjeux complexes de la propulsion nucléaire navale. C'est une capacité aussi impressionnante que délicate à maîtriser en fait. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. La classe Kirov. On parle bien des plus grands navires de combat de surface au monde, si on met de côté les porte-avions. On les a surnommés croiseurs de bataille, un terme qui sonne un peu ancien, mais qui évoque des navires rapides, lourdement armés. C'était quoi la logique derrière ces véritables forteresses flottantes de près de 28 000 tonnes? Ah, c'est une excellente question. Leur existence même, c'est un pur produit de la doctrine navale de la guerre froide. Ils ont été spécifiquement conçus comme des tueurs de porte-avions. L'idée, c'était vraiment de menacer les groupes aéronavals de l'OTAN. D'ailleurs, leur développement a été long, intégrant plusieurs concepts pour arriver à ces plateformes finalement assez polyvalentes. Ils embarquaient un arsenal redoutable, 20 missiles anti-navires P-700 Granit. Et l'élément clé ici, c'est pas juste leur portée, mais leur capacité pour l'époque à communiquer entre eux pour attaquer en essaim, quoi. Une tactique qui visait vraiment à saturer les défenses adverses. Attaquer en essaim. D'accord. Oui. Et à ça, il fallait ajouter des systèmes antiaériens S-300F, la version navale d'un système terrestre déjà très performant, et une forte capacité de lutte anti-sous-marine aussi. 4 de ces géants ont été construits. Qu'est-ce qu'on sait de leur parcours ensuite, leur situation actuelle? Les sources qu'on a consultées semblent indiquer des destins assez différents. Tout à fait. Alors, le premier, le Kirov, qui a été renommé amiral Ushapov, et le second, le Frunze, devenu amiral Lazarev, eux, ils sont aujourd'hui retirés du service, ils attendent d'être démantelés. D'accord. Le troisième, le Kalinin, renommé amiral Nakimov, est en pleine refonte majeure au chantier Sevmash. Mais ça fait plus de 10 ans que ça dure. Ah oui, quand même. Oui, les travaux ont pris énormément de retard et son retour en service actif, ça reste assez incertain. Finalement, seul le quatrième et dernier navire, le Piotr Veliki, donc Pierre le Grand, est opérationnel. Il sert même de navire amiral à la flotte du Nord russe. D'accord. Un seul encore pleinement actif sur les 4. AS, Combine Nuclear and Steam. En gros, ça combine 2 réacteurs nucléaires avec des chaudières classiques qui brûlent du mazout. Un système hybride intéressant. Oui, les réacteurs fournissent l'essentiel de la puissance pour aller vite, environ 32 nœuds, et avoir une endurance quasi illimitée. Et les chaudières, elles, offrent une puissance d'appoint ou alors un mode de propulsion de secours si besoin. Et cette débauche de puissance, ça permettait aussi, c'est un détail intéressant à rapporter dans nos sources, un niveau de confort assez surprenant pour l'équipage, non? Piscine, sauna. Exactement. Piscine, sauna, salle de sport. C'était assez remarquable pour un navire de guerre soviétique de cette époque. Et cette puissance vient de leur cœur technologique, la propulsion nucléaire navale. Si on prend un peu de recul, cette technologie, elle a été initiée par les États-Unis avec le sous-marin Nautilus en 1955, puis l'URSS a suivi assez rapidement. Elle offre des avantages stratégiques évidents. Endurance illimitée, vitesse soutenue. Mais ça implique une immense complexité technique, des coûts exorbitants et surtout un impératif absolu de sûreté nucléaire. Et l'histoire navale soviétique a malheureusement connu des accidents graves avec ses réacteurs. Ce n'est pas anodin. Oui, c'est un point crucial. La sûreté. Absolument. Ça exige aussi un personnel très qualifié, formé spécifiquement, comme on le fait en France à l'EAMMA, l'école des applications militaires de l'énergie atomique, et puis toute une infrastructure industrielle et scientifique derrière. Et aujourd'hui, alors, quelle est la place de ces navires anciens? Le Piotr Veliki y est actif, on l'a dit. Si le Nakimov modernisé revient un jour en service, ils resteront des symboles forts pour la marine russe. Mais on voit dans certaines discussions en ligne, par exemple, des questions qui se posent sur l'état réel du matériel après tant d'années. On parle de corrosion, de la difficulté de maintenir des systèmes aussi complexes.
Oui, et ça nous amène à la question centrale. Quelle est la pertinence stratégique de tels mastodontes aujourd'hui, à l'heure où émergent les missiles hypersoniques, que le Nakhimov est d'ailleurs censé intégrer, les drones, la cyberguerre? Est-ce que la taille et la puissance brute sont toujours un avantage décisif? C'est toute la question. Et la propulsion nucléaire elle-même reste un enjeu stratégique majeur, très sensible. On le voit bien avec l'accord AUKUS, par exemple, et les défis considérables que ça représente pour l'Australie de se doter de cette capacité sans avoir de filière nucléaire déjà établie. Donc, pour résumer un peu tout ça, les Kirov sont des témoins assez exceptionnels de la guerre froide. Des navires aux capacités hors normes, rendus possibles par une maîtrise certes complexe et risquée de l'énergie nucléaire en mer. Voilà. Une technologie qui confère une autonomie stratégique indéniable, c'est sûr, mais dont la gestion, la sûreté, le coût et puis l'adéquation aux menaces futures posent des questions récurrentes. Ce qui nous laisse peut-être avec une interrogation pour la suite. Dans un environnement naval qui change très vite, quel peut être l'avenir réel de ces dinosaures nucléaires finalement, aussi impressionnant soit-il? Une bonne question pour conclure. Cette analyse vous a donné matière à réfléchir, alors faites voyager la connaissance. Tel un signal radar balayant l'horizon, propagez cette exploration. Aimez, partagez et abonnez-vous à All Sorts Podcast sur YouTube. Plongez dans nos autres discussions passionnantes et suivez-nous aussi sur X, Instagram et Threads pour que votre curiosité soit constamment nourrie. Avec All Sorts Podcast, l'exploration ne s'arrête jamais. À très bientôt!